Bonjour. Si ce voyage m'a appris, c'est l'équilibre entre l'espace et le temps. Il n'est pas chose simple, mais nous allons tenter de l'expérimenter ensemble. Abandonnez votre agenda, votre horloge, et adoptez pour quelque temps le chronos de Gaïa, notre planète d'accueil. Au XVIIIe siècle, la Terre jeta son calendrier de l'Holocène pour débuter celui de l'Anthropocène. C'est à cette époque que la civilisation industrielle est devenue une telle force géologique qu'elle dicte l'avenir de la planète. Le réchauffement climatique est une preuve indéniable de son nouvel organizer. Si les scientifiques s'accordent à dire que l'Anthropocène est une période due à l'homme, que les indicateurs pour la définir sont la présence de nouveaux matériaux, aluminium, béton, de nouveaux polymères organiques, de plastique, de microparticules de carbone et de tout un arsenal de produits chimiques parmi lesquels ceux liés aux explosions nucléaires, de l'augmentation de la quantité de plutonium dans les sédiments, et les preuves sont évidentes au regard des modifications de l'environnement, déforestation, présence de zones industrielles, d'autoroutes, de villes, et le fait que 90% de la photosynthèse sur Terre se fait aujourd'hui par des écosystèmes aménagés par les êtres humains. Et nous savons que ce modelage artificiel des milieux naturels couvre désormais près du tiers de la surface terrestre. Eh bien, ces mêmes scientifiques ne s'entendent pas pour définir cette période comme géologique. Attendons leur rapport pour savoir si cette nouvelle époque sera dans le tableau de l'échelle du temps. En attendant, nous ne pouvons être que du même avis que Paul Crutzen quand il énonce en 1995 « L'empreinte humaine sur l'environnement est devenue si vaste et intense qu'elle rivalise avec certaines des grandes forces de la nature en termes d'impact sur le système Terre. » Mais nous aurions pu, dès le XVIIIe siècle, être déjà d'accord avec Buffon, qui théorisa tout ce qu'il s'est dit et écrit depuis la découverte de l'Amérique sur les bienfaits de la déforestation et de l'exploitation agricole sur le climat. Bien, maintenant que nous savons que la concentration du dioxyde de carbone est à un niveau inégalé depuis 3 millions d'années, que le rythme de disparition des espèces est plus élevé que la normale géologique, au point que les biologistes parlent désormais de la 6e extinction, on fait quoi ? Nous connaissons les coupables, et après ? Il serait temps que nous soyons tous humains responsables. Nous savons tous comment nous comporter. Nous sommes tous doués d'intelligence. Et innover a toujours été le moyen de notre adaptation. Alors que nous l'appelions green design ou éco-conception, c'est bien dans ce domaine que l'homme doit innover. En 2007, mon association que vous connaissez maintenant très bien, ERA Transcontinental, adopte un slogan « Changer ou disparaître ». Aujourd'hui, en 2016, je parcours le monde pour me convaincre que le changement est en marche. Changement dans les modes de production, de consommation et de vie. L'homme se réconcilie avec la nature. Et il ne suffit pas de dire cela pour se convaincre que tout est fait et qu'il ne nous reste plus qu'à aller voir d'autres planètes. Innovation est devenu si commun dans notre langage que cela en est effrayant. Les slogans et autres discours s'adressent-ils aux bons interlocuteurs ? Car enfin, la jeunesse est fondamentalement, naturellement innovante. Innover pour s'adapter au monde des adultes, innover pour vivre ensemble, innover pour devenir.
Innovation devrait s'adresser plutôt aux hommes, à ceux qui refusent le progrès parce qu'ils ont trouvé les meilleures façons de vivre et qu'ils sont bien trop intelligents pour avancer sur des routes à peine tracées. Mais innovation ne s'adresse que trop aux savants fous. Fasse que ces nouveaux Prométhéens ne livrent pas nos foi en pâture. Est-il si compliqué d'innover pour un progrès technique qui intégrera à chacune de ces étapes une indispensable éco-conception ? Il est 7h30 du matin, le soleil perce petit à petit la brume. J'arpente le pont du bateau, il glisse sur une mer argentée de bronze. L'humidité poisseuse, les fumées grasses du bateau qui suit son cap à l'aveugle ne réduisent pas l'exaltation dans laquelle le désir de connaître cette Asie dont j'ai tant rêvé m'a mise. Levez les voiles du mystère, j'appelle tous mes rêves, je fais le compte de mes notes et je dresse un plan. Je suivrai mon itinéraire jusqu'à l'étape finale. Mais je sais que pour vivre l'Asie, il me faudra m'abandonner aux vibrations, aux parfums et aux couleurs. Puisse ce vent de la mer ouvrir mon esprit aux révélations que me promet ce voyage. Près de moi, Nadir, un Stambouliote que j'ai connu quelques semaines avant mon départ de France, étudie ses carnets. Il s'est passionné pour cet itinéraire, pour l'eau et la recherche des innovations. Bien que connaissant parfaitement son pays, je crois que pour lui aussi l'aventure commence. Il sait que pour atteindre notre objectif commun, il lui faudra abandonner une partie de ses connaissances et de ses a priori. Ce voyage nous demandera de suivre instinctivement des indices comme des énigmes conduisent les pas des enquêteurs. Nous nous faisons confiance. Nous échangeons des sourires comme pour nous rassurer. Le voyage de l'autre côté peut commencer. Notre prochaine étape, Brousse, Bursa en turc, représente, face à la cosmopolite Istanbul, la pureté de la tradition ottomane. Célèbre par ses bains, elle est née d'un gonflement d'eau qui palpite, d'une source chaude au pied du mont Ulugdag, Olympos. À mes pieds, un théâtre de verdure où s'étend la paix. Il fait bon, il fait tranquille. L'air est pur et le ciel clair. Brousse aux épais jardins, rose de pureté, rose d'indolence à l'ombre des platanes. Lieu de repos, de clarté, d'équilibre, d'azur sans rides. Vous voyez au bas de la pointe du mont Olympe ce ravissant mélange de maisons blanches, jaunes, vertes, bleues, ces blanches murailles, ces mosquées, ces dômes de plomb et ces minarets, colonnes aériennes d'où s'élance le chant religieux du Mézun. Bursa est en réalité une de ces cités fantastiques comme on en trouve dans les 1001 nuits. Après avoir embrassé d'un seul regard tout cet admirable ensemble, entrons dans la ville. Ses habitants paraissent heureux. Campagnards plus que citadins, appuyés à leur montagne Olympe et étalés dans leur nature. Si à Istanbul, le moindre filet d'eau est porté par des fontaines merveilles d'architecture, ici, point de sculpture, mais l'onde à gros bouillons. Bursa est environnée d'une magnifique nature. Des platanes séculaires au tronc monumental projettent leurs bras sur une place qu'ils recouvrent tout entière. Si l'industrie automobile s'y est fortement développée, elle a été un haut lieu de la culture du mûrier et de celle du verre à soie. La ville est à l'avant-garde en matière de mode de vie urbain respectueux de l'environnement. Comme chacun sait, la soie est un marqueur environnemental.
Le PDG de la très illustre société Ipécaire me reçoit le 18 mai. L'éco-conception coule dans les veines de cet homme. La famille Ipécaire a commencé son activité de production et de commerce de verre de soie à la fin du 19e siècle. Chacune des générations de cette famille, depuis 1930, a œuvré pour le progrès. En 1996, la 4e génération croit à l'économie, à la mode, pour un environnement et une éthique durable, et elle le prouve. Elle produit du cupro, une fibre de cellulose recyclée dérivée du déchet du coton. Cette étoffe, aussi soyeuse que la soie, laisse la peau respirer, régule la température du corps, les couleurs naturelles n'agressent pas la peau. Et biodégradable, une fois usé, le vêtement enfoui dans la terre retourne à la terre. Luxe et modernité se conjuguent. L'étoffe suivra le drapé du créateur, vous enveloppera délicatement d'une seconde peau et s'adaptera aux exigences de votre vie active. Indéformable, vos machines sauront l'entretenir. C'est en 2015 que leur action éco-responsable est chiffrable. Plus de 57 000 tonnes de CO2 en moins dans leur production et 431 000 arbres sauvés. Mais comme tout cela ne suffit pas, alors M. Ipécaire inscrit la collection été sous le titre « Aimez ce que vous faites et respectez l'environnement ». Au moment de nous quitter, il glisse dans le creux de ma main un petit mouton en cupro, le messager des droits des animaux. La vegan production est en marche. Et puis, un crayon de papier pour planter un arbre. Et puis, une bouteille d'eau minérale qui porte sa marque. 17 000 enfants atteints de leucémie connaissent Ipécaire. Pour finir, il me tend sa carte de visite, une minuscule enveloppe dans laquelle des graines pour un arbre attendent. Je sèmerai mes arbres et je retournerai à Boursa pour m'approuver encore et encore de ce bel exemple d'homme responsable. Accompagné par le concerto numéro 1 mi mineur opus 11 de Frédéric Chopin, je termine cette romance en vous disant à bientôt.